soutenu en décembre 2014, c'est ce que je dis. Et vous avez fait votre thèse en codirection avec les universités de Perpignan et d'Oran dans le cadre du programme européen VROS2. Je trouve ça assez rare. Je suis le seul. On a souvent tendance à penser les choses en inversion. Et vous êtes donc intéressé au mouvement anarchiste en Algérie pendant la période coloniale, les études de groupe organisées, des militants et des joueurs. Vous avez publié en 2009 aux éditions Trabucaire un ouvrage sur les rapatriés d'Algérie dans les Pyrénées-Orientales en 2009. Et vous avez participé à plusieurs rencontres universitaires en Algérie et en France. Et vous avez écrit différents articles sur les anarchistes en Algérie. Et vous êtes toujours attaché au CRASC, qui est ce centre de recherche à Oran. Alors je vais vous laisser la parole. Merci. Alors, ce qui avait été convenu, ça peut faire une demi-heure, c'est ça, Florence? Il y a 20 minutes. Voilà, 25 minutes. Et peut-être on pourra penser aux questions-réponses. On laissera Isabelle parler après, comme ça on prendra les choses dans. C'est pas le fait de l'anarchisme nécessairement, mais enfin on verra. Ok. Alors il y a des images, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci pour la présentation. Tout d'abord, permettez-moi de remercier notamment Florence et donc l'INA qui m'ont permis d'être parmi vous aujourd'hui pour présenter donc une partie de mon travail lorsque j'ai effectué ce doctorat sur le mouvement anarchiste. Donc ma communication là s'intéresse simplement donc à une des parties. Donc là c'est sur donc les journaux anarchistes d'Algérie de la fin 19e siècle aux années 1930, presse de propagande, de combat et de libération. Donc pour démarrer, simplement expliquer l'illustration que j'ai mise sur mon travail. Il n'y en a pas 1 sur 100 et pourtant ils existent, donc c'est un tag. Ça reprend une des citations d'une parole de Léo Ferré, lorsqu'il parle des anarchistes. Et donc ça correspond également pour l'Algérie. Il n'y en avait pas 1 sur 100, mais pourtant les anarchistes étaient présents donc durant la période coloniale et certainement encore de nos jours. Donc l'anarchisme, rapidement, est un des courants du socialisme. C'est une idéologie donc qui prône la suppression de l'État et de toute forme d'autorité. Et pour l'anarchiste, il y a 3 ennemis principaux, l'État, le capital et la religion. C'est donc aussi une idée politique qui souhaite donc instaurer une société sans hiérarchie et sans dirigeants, d'où les notions de fédéralisme et d'autogestion. Alors, dès la fin du XIXe siècle, de nombreux groupements de militants politiques en Algérie se réclamant de l'anarchisme se créent et éditent pour la plupart leur journal. Un groupe anarchiste, souvent, égale une presse, égale un journal. L'existence d'une presse de propagande, de combat et de libération permet donc à ces personnes de développer les théories anarchistes sur le sol algérien. Refusant de se présenter aux élections, la presse militante permet aux anarchistes de diffuser leurs idées et d'informer leurs lecteurs de leurs différentes activités. Donc en Algérie, les journaux varient entre un journal de quelques numéros, voire un seul, à un titre à parution plus ou moins régulière et sur plusieurs années. Donc dans cette communication, je vais vous présenter donc l'ensemble de la presse anarchiste. Il y a 8 journaux, 8 titres. Donc les thèmes abordés, la structuration des différents journaux, le nombre d'abonnés et de lecteurs, la diffusion vers la population, et également une partie sur les prises de position concernant l'Algérie coloniale et également sur la population colonisée. Et je terminerai ma communication sur un personnage, sur Mohamed Saïl, qui était un des militants présents dans les années 30 en Algérie. Et vous allez voir, c'est des photos. Donc première partie. Donc tout d'abord, la presse anarchiste. Alors le premier journal. Alors, ce n'est pas celui que vous avez affiché, parce que c'est un journal qui s'intitulait en fait L'Action révolutionnaire. Il aurait paru en Algérie en 1887, mais aucun numéro de cette série algérienne n'a pu être retrouvé. Il est mentionné dans un titre métropolitain, mais je n'ai pas pu trouver que ce soit aux archives d'outre-mer, en Algérie ou en France. Donc ça, c'est L'Action révolutionnaire 1887. Ensuite, voilà, le deuxième titre, c'est Le Libertaire. Donc, c'est un journal qui est paru pendant l'année 1892. C'était donc un bimensuel et il y a eu donc une dizaine de numéros. Le sous-titre du journal était indiqué « Organe algérien communiste anarchiste » lors du premier numéro, puis à partir du numéro 7, « Organe algérien ».
Alors, les articles ne sont pas signés, les poèmes non plus. Donc, j'ai eu une petite difficulté quand j'ai commencé à lire la presse libertaire, à savoir qui il y a derrière ces différents titres. Donc, pas de signature dans l'ensemble des numéros. En revanche, on apprend que le gérant était Jean Faure, et Jean Faure était donc un militant anarchiste d'Algérie. Le journal propose des lectures de journaux français, dont La Révolte, Le Père Pénard ou L'En dehors, donc qui sont des journaux qui se trouvent en France à cette époque, mais également des titres de presse en italien, mais également en allemand. Alors, mis en part l'annonce de quelques réunions publiques, très peu d'articles traitent de l'Algérie et du mouvement social local. Les textes concernent essentiellement des thèmes très importants pour les anarchistes, l'antimilitarisme, les inégalités sociales, l'exploitation salariale. Et vous avez également des textes sur la Commune de Paris, puisqu'on est simplement une vingtaine d'années après la fin de la Commune. En revanche, donc ce titre-là, Le Libertaire, c'est le journal du groupe des anarchistes d'Alger Mustapha. Mustapha, à l'époque, était une ville autonome d'Alger, puis c'est devenu un quartier. Donc ce groupe a existé entre 1887 et 1901, et donc pendant cette période-là, ce groupe-là va éditer 2 journaux. Tout d'abord donc Le Libertaire. Alors, à ma connaissance, par rapport à mon travail aux archives, j'ai pu trouver que ce groupe a été composé d'une vingtaine de personnes durant donc ces quelques années d'activité. Quasiment tous sont des travailleurs manuels, des menuisiers, cordonniers, tailleurs, chaudronniers et mécaniciens. Au niveau de la diffusion, dans un ouvrage qui s'intitule « Les coulisses de l'anarchie », en 1892, on indique que le Libertaire paraissait sur tout le littoral africain, d'Oran à Sfax, donc de l'ouest algérien à la Tunisie. Un an plus tard, vous avez 1893, donc le journal s'arrête, Le Libertaire, au bout d'une dizaine de numéros. Quelque temps plus tard, un second titre de presse pour le groupe des anarchistes d'Alger Mustapha qui s'intitule donc La Marmite sociale. Un seul numéro. Un second numéro était prévu, mais par manque de fonds, ils n'ont pas pu le sortir. Son sous-titre, c'est Organe anarchiste. Alors, comme Le Libertaire, les articles ne sont pas signés, et son responsable était, alors c'est une autre personne, c'est Albert Pellegrin, et c'est également donc un des anarchistes comme Jean Faure, qui font partie donc de ce groupe anarchiste. La lecture. Donc c'est un journal où on trouve un feuilleton, comme ça se faisait souvent dans la presse. Là, c'était Les paroles d'un révolté de Pierre Kropotkin, qui est un anarchiste russe très important pour le mouvement. Ce journal unique donc évoque la lutte contre le patriotisme, contre le nationalisme, le scandale du Panama, et on a également un article d'affirmation anarchiste sur les élections. Donc, comme je l'ai dit, un deuxième numéro était prévu, c'était indiqué donc lors du premier numéro de la Marmite. Manque de fonds, et en fait c'est confirmé par les archives de la police, puisqu'ils avaient un indique dans leur groupe, et donc dans les notes internes, il y a un policier qui participe à une réunion interne, juste donc à la suite de ce premier numéro, qui indique, je cite, que cette feuille paraîtra à nouveau dès que la somme nécessaire sera réunie. Donc, ce qui signifie que cette somme ne fut jamais réunie, puisque le groupe n'a pas pu donc faire de deuxième numéro. Juste une petite conclusion pour ces 2 titres. Nous sommes donc en 92-93, ce sont la période des attentats terroristes en France, donc avec les différentes bombes anarchistes, et les conséquences, c'est ce qu'on a appelé les lois scélérates contre le mouvement anarchiste. Loi d'ailleurs qui n'a été abolie que par Lionel Jospin en 1997 ou 99. Donc toute propagande anarchiste était interdite et on pouvait aller en prison. D'ailleurs, dans cette vingtaine de personnes du groupe anarchiste d'Alger Mustapha, plusieurs iront en prison. À chaque fois, c'est des personnes qui vont être relâchées. Et ça, donc j'ai pu trouver ces informations-là dans la presse locale, qui s'intitulait La Dépêche algérienne, et également dans les notes des renseignements généraux de l'époque. Donc je pense que ces journaux n'ont pas pu avoir une existence continue par manque de fonds, mais également à cause de la répression étatique. Alors, quelque temps plus tard, donc le groupe s'arrête en 1901, apparaît un nouveau groupe et en même temps donc un nouveau journal.
Donc le 4e journal anarchiste est un hebdomadaire qui s'appelait donc Le Réveil de l'esclave. Il y a eu simplement 2 numéros au mois de juin 1904. Son sous-titre était Journal libertaire syndicaliste. Donc là, le groupe change. C'est devenu maintenant un groupe qui va s'appeler Groupe de propagande libertaire. C'est un groupe qui sera très proche du mouvement syndical algérois. Et d'ailleurs, ils feront leurs réunions pendant leurs activités à la Maison du Peuple, qui était la maison des syndicats. Donc ce journal, c'est un peu comme pour le Libertaire ou pour la Pyramide sociale, vous avez beaucoup de titres de journaux à lire, conseillés, à acheter, donc la presse, des livres également. Ce qui signifie que ces anarchistes-là ont un local et ont les journaux en stock pour pouvoir donc les vendre ou les diffuser donc au sein de la population algéroise, puisque pour l'instant, ça ne concerne que Alger. Donc le responsable est un syndicaliste, et donc vous avez différents titres, comme je vous l'ai dit. Dans les 2 numéros étudiés, vous avez un texte contre le suffrage universel, un texte sur la tribune syndicale en Algérie, et également un texte sur l'éducation libertaire. Donc on retrouve toujours les mêmes thématiques. Donc ce groupe est expulsé en 1907 de la Maison du Peuple, peut-être parce que par leur militantisme libertaire, et ce qui signifie que donc c'est la fin de ce groupe en tant que groupe de propagande libertaire. Donc simplement 2 numéros, 3 années d'existence, et outre ce journal, ils vont surtout faire des causeries. Et donc là, dans la Dépêche algérienne, vous avez quasiment chaque semaine, pendant un temps assez conséquent, des réunions publiques, donc des annonces, des communiqués de presse qui paraissent donc dans le journal local. Donc expulsion en 1907. Le 5e titre, La Révolte. Nous sommes en 1906. Donc le groupe de propagande libertaire s'occupe également de ce journal. Donc il y a eu 2 séries, une en 1906 et une en 1909. Cette première série, c'était un mensuel qui a duré donc sur 9 numéros. La seconde série sera un hebdomadaire et il y aura simplement 11 numéros par semaine. Alors là, très intéressant, en 1909, donc un des rédacteurs d'articles, là c'est signé, c'est Maurice Gilles, qui est le responsable de ce groupe libertaire qui, dans les années 30, terminera sa vie à Montpellier. Maurice Gilles explique que le journal se vend à 1000 exemplaires à Alger. On y trouve des poèmes, on y trouve également de la presse conseillée, de la presse à acheter, ainsi que des journaux, ainsi que des ouvrages également comme Élisée Reclus, Malatesta, Sébastien Faure, Louise Michel. Donc on va dire des personnes importantes dans le mouvement anarchiste au niveau de la politique. Les thèmes abordés, l'international, l'antimilitarisme, mais également des choses très locales, la dénonciation de policiers algérois, des juges et des hommes politiques malhonnêtes, avec nom, prénom, des choses très très ciblées dans ces titres. Alors ce journal, jusqu'en 1907, c'est la possession donc du groupe de propagande libertaire, puis le nom va changer et ils s'appelleront les Précurseurs. Et les Précurseurs, ce groupe anarchiste, terminera donc son existence en 1912, et là aussi, alors je ne peux pas rentrer dans les détails, également c'est la répression policière, où il y aura des arrestations dans le milieu anarchiste, et à la veille de la Première Guerre mondiale, le mouvement anarchiste est démantelé notamment par des arrestations, un manque de fonds et un militantisme qui s'arrête. Ce groupe-là était composé de 16 personnes, en tout cas c'est ce que j'ai pu comptabiliser, des ouvriers, des forains, et également donc, des employés ou des représentants en bijouterie. Donc là, c'est donc 1906. Là, donc, c'est l'hebdomadaire 1909-1910. Donc là, La Révolte. Vous avez le nom de Maurice Gilles. C'est le responsable et c'est la personne qui va écrire le plus souvent les articles qui vont être signés de sa main. À l'intérieur, vous avez également des conseils sur la contraception. Il y a plein de choses sur l'éducation libertaire, sur l'éducation populaire. Donc vraiment beaucoup de thèmes qui sont donc proposés à la lecture. Et c'est ce titre-là qui serait, enfin en tout cas selon eux, annoncé comme 1000 exemplaires sur Alger. Le sixième, c'est un bulletin. Il y avait un seul numéro, je n'ai pas pu le consulter. C'était le bulletin du groupe anarchiste d'Alger qui serait paru en 1922.
1922. En revanche, là, beaucoup plus intéressant pour le chercheur, entre 1923 et 1925, voilà, Le Flambeau, c'est le 7e journal, 39 numéros en 2 séries. Alors, entre 23 et 26, il y a eu une interruption d'1 année, tout simplement parce qu'il y a eu des arrestations, une fois de plus, dans le milieu anarchiste. C'est des arrestations en 1923, et ces arrestations concernaient les conséquences de la guerre du Rif, puisque les anarchistes ont appelé au pacifisme et à refuser de se battre donc, contre les troupes d'Abdelkrim, tout en le critiquant, j'en parlerai tout à l'heure. En tout cas, il y a eu 8 personnes du mouvement social qui ont été arrêtées par l'État français à cette époque-là, dont 4 anarchistes. Donc, prison, et ce qu'on apprend dans la presse, c'est que tout l'argent ira dans le journal. C'est pour ça qu'ils vont arrêter donc la parution de ce titre. Donc, c'est le journal intitulé « Organe anarchiste d'Afrique du Nord », puis « Organe mensuel anarchiste et syndical de l'Afrique du Nord ». C'est le journal qui donc est, alors à l'époque ça s'appelait la Fédération d'Afrique du Nord. Donc on a une notion d'Afrique du Nord, vous voyez, c'est pas l'Algérie là maintenant, on essaye d'ouvrir sur Maroc, Algérie, Tunisie, même si il y aura 2 groupes qui vont exister, c'est le groupe d'Oran, le groupe d'Alger, et après il y aura des abonnés au Maroc et en Tunisie. Les articles sont en français, mais également en espagnol et en espéranto. Vous avez une tribune littéraire, une tribune syndicale et une tribune coloniale. Transition justement par rapport à la colonisation, c'est la première fois qu'apparaît des rédacteurs d'origine algérienne. Alors, c'est peut-être des pseudos, c'est peut-être des noms. Vous avez Slimane El Odri, vous avez une personne qui s'appelle Lahmar, mais ça signifie en fait rouge. Vous avez El Harib, c'est l'étranger. Après des prénoms comme Belkacem, Mohand, Kadour, Abdelhak, Béchakour ou le Fella. Fella, c'est le paysan. Une personne est connue. Là, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, c'est Mohamed Saïl. Mohamed Saïl est un anarchiste originaire de Kabylie, de Béjaïa, et qui donc va écrire dans la presse anarchiste, que ce soit la presse algérienne ou la presse française, dans les années 20 jusqu'aux années 50. Les thématiques que nous avons dans le Flambeau, vous avez la dénonciation du code de l'indigénat, la dénonciation de toutes les religions, l'antimilitarisme, la solidarité internationale, sur le syndicalisme algérien, la guerre du Rif, sur Sacco et Vanzetti également, parce que c'est à l'époque où ils ont les problèmes judiciaires. Donc cette organisation, donc ce journal, parce que organisation égale journal pour les anarchistes, est composé au moins d'une 20aine de personnes, des métallurgistes, des peintres, des maçons, des coiffeurs. D'ailleurs, ce sont des gens ici qui tiennent aussi les syndicats. Au sein de la CGTU, vous avez une guéguerre entre les communistes et les anarchistes. En 1923, les syndicats anarchistes vont se retirer de la CGTU et à Alger, ils sont majoritaires. C'est le syndicat des coiffeurs, des espadrilles, des maçons, des marbriers, des métallurgistes, des peintres et des plâtriers. Donc vous avez également une importance du mouvement au sein du syndicalisme. Donc là, vous avez donc dans le Flambeau, c'est on va dire le journal le plus complet et le plus développé. Donc ça, c'est la une de 23. Et puis après, vous avez une autre version, donc c'est 1926, qui s'arrêtera au bout de quelques mois. Puis après, il y a une pause dans le mouvement anarchiste, et le mouvement anarchiste va ressortir, notamment avec les Espagnols, suite au départ des antifranquistes. En 1936, vous en avez 10 000 qui viendront, donc ce qu'on a appelé faussement, en tout cas pour les anarchistes, des républicains, les républicains espagnols. Et les anarchistes donc de la CNT ou de la FAI vont venir à Alger, à Oran, et vont reconstruire leur organisation. Et notamment un journal qui s'appellera le Libre Examen, mais c'est un journal, on n'a pas pu, une dizaine de numéros, je n'ai pas pu en consulter. Donc, est-ce que c'est bon au niveau... il me reste... Ouais, tranquille. Bon. Donc justement, très intéressant, j'ai fait une partie donc sur la question de la presse coloniale, parce que moi je me suis rendu compte finalement, après mon doctorat, c'est qu'un journal anarchiste, qui soit à Alger, qui soit à Paris, ou qui soit dans n'importe quel territoire, vous allez avoir les mêmes textes. L'antimilitarisme, l'antireligieux, refuser l'État, la nation. Et au bout d'un moment, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence avec un titre métropolitain. En revanche, la différence va être sur la question coloniale, puisque c'est des gens qui vont vivre la colonisation, et ce sont des anarchistes qui, au début, sont originaires d'Espagne, de France ou d'Italie, puis, on va dire, ce seront les enfants des enfants de ce que l'on va appeler après la communauté pieds noirs. Donc là, ce sont des gens qui vont être natifs, et qui seront en Algérie depuis 1, 2, 3 générations.
C'est pour ça que, notamment, les premiers titres, La Marmite, Le Libertaire, Le Réveil de l'esclave, vous n'avez aucune mention de la situation coloniale. D'ailleurs, ça parle très très peu même des Européens d'Algérie, et ça ne parle pas du tout donc des Algériens, de la population colonisée. Lors de la révolte, du journal donc La Révolte en 1906, cette fois-ci on a une première, on va dire un premier article qui va concerner les Algériens. Je vais donc vous le citer. Donc le journal indique qu'il souhaite lutter avec les travailleurs algériens. Et donc c'est un constat. En dehors de la propagande ordinaire, il y en a une autre qui jusqu'à ce jour a été négligée. C'est celle qui doit s'adresser aux travailleurs indigènes. Généralement, on feint d'ignorer le prolétariat arabe. Eh bien nous allons aller à lui, l'atteindre par notre propagande. Des instituteurs indigènes nous prêtent leur collaboration et d'ici peu, une page du journal sera rédigée en arabe. Nos dispositions sont prises pour que la révolte pénètre dans tous les milieux indigènes, dans tous les coins de l'Algérie. Alors il n'y aura aucune concrétisation, puisque dans les 3 années d'existence de la révolte, aucun texte ne sera écrit en arabe. Et après, moi je me pose la question, quel arabe? Est-ce que c'est l'arabe d'Arabie ou le dialectal, parlé par la population algérienne à l'époque, et qui parle toujours actuellement, ou en berbère, en tamazirt ou en kabyle. En tout cas, leur souhait de parler en arabe, comme ils disent, aux Algériens ne sera pas concrétisé. Et donc, en revanche, il va y avoir des textes qui vont dénoncer la situation coloniale. Et cette dénonciation sera anarchiste. C'est-à-dire qu'ils vont critiquer le pouvoir, mais également le pouvoir algérien, le pouvoir indigène. Et donc, vous allez avoir la critique des caïds, des marabouts, donc du religieux et du pouvoir. Et à chaque fois, dans ces différents articles, on va expliquer que l'ennemi, c'est le pouvoir, que ce soit s'il est originaire, s'il est européen ou algérien, c'est la même chose. Donc, voilà, vous voyez, c'est bien et bien donc la théorie des anarchistes sur le pouvoir qui considère que tout pouvoir, État, la religion, est là donc pour dominer et pour exploiter donc les populations. 1906-1909. Et puis donc Mohamed Saïl, en 1923, donc avec une dizaine de personnes, ils prennent la plume, et donc là c'est au sein de la tribune coloniale, question coloniale, donc là on a le code de l'indigénat qui est qualifié d'ignoble, de criminel. Donc le code de l'indigénat c'était en gros une législation spéciale, autoritaire sur la population musulmane. Donc dénonciation de l'islam, dénonciation également du suffrage universel, en expliquant que ce n'est pas le droit de vote qui changera la situation de domination, contre le pouvoir européen, le pouvoir donc indigène, et sur la guerre du Rif. Abdelkrim, par exemple, est qualifié de dictateur, de féroce réactionnaire et d'ennemi des pauvres. Il y aura même également une critique sur l'émir Khaled, qui était à l'époque, on va dire, une des figures du nationalisme algérien, qui était le petit-fils d'Abdelkader, un des représentants de la résistance en 1830. Et donc Khaled, est qualifié d'aspirant dictateur. Et vous avez donc sur plusieurs articles une dénonciation de Khaled tellement importante parce que Khaled va répondre. C'est-à-dire qu'il va écrire aux anarchistes pour donc répondre point par point à leurs attaques. Enfin, donc Saïl, dans ses titres et dans ses écrits, il appelle, voilà, vous voyez, il appelle les Algériens à rejoindre le mouvement révolutionnaire. Et donc, juste je cite, « Nous faisons appel aux indigènes d'Algérie. Nous les supplions d'ouvrir les yeux et de regarder devant eux. Nous leur disons de rejoindre les groupes d'idées avancées, qu'ils enseignent à leurs enfants le droit à la révolte contre les tyrans coloniaux. Pour cela qu'ils s'instruisent, qu'ils n'oublient pas que la résignation est le pire des maux et que le seul moyen de sortir de leur esclavage, c'est l'union contre l'oppresseur colonial. » Donc il les appelle à rejoindre aussi également les syndicats. Donc justement, je vais faire un petit point sur Saïl. Donc Saïl, c'est quelqu'un très connu chez les anarchistes et c'est également quelqu'un qui était très peu connu en Algérie. Lorsque je suis allé, parce que j'ai vécu en Algérie de 2011 à 2014, j'ai rencontré dans des bibliothèques, j'ai commencé à parler de ce personnage. Et finalement, il y a des gens qui ont parlé, qui sont allés dans son village natal, et 70 ans plus tard,
enfin non, 60 ans après sa mort, puisqu'il est mort en 1953, il y a eu une commémoration en Kabylie de Mohamed Saïl. Et donc là, c'est juste un peu de photos. Il y a eu, voilà, ça, il faut savoir que c'était au mois d'octobre, en Algérie. Il y a eu donc un colloque, hommage à Saïd Mohamed Hamzian. Hamzian, c'est son nom, on va dire berbère, militant anarchiste. Et donc ça, c'est à Sidi Aïch. Et non, c'est même pas, non, c'est dans son village natal, dans un petit village. Et donc la population est venue. Donc ici, c'est du kabyle. Ahram, ça veut dire la maison. Donc la maison de Mohamed, enfin c'est Mohand, c'est la version berbère de Mohamed. Donc la maison de Mohamed Hamzian avec les cerclés. Voilà. On a une plaque qui a été instaurée, demeure de Saïd Mohamed, militant anarchiste, 1894-1953. 1953, c'est très bête, parce qu'il est mort un an avant le début de la guerre d'indépendance. Le dernier texte de Mohamed Saïd, en 1951, s'intitulait « Mentalité kabyle », et il dénonçait en fait les nationalistes algériens, en expliquant que l'erreur pour l'Algérien serait une indépendance aux mains des nationalistes de l'époque, qui étaient traités de charlatans et de guignols. Et Saïd disait qu'il fallait retrouver pour une Algérie future, une Algérie en fait ancestrale, c'est-à-dire fonctionner par la République des villages. Ça, il faut lire sur comment en Afrique du Nord on fonctionnait, notamment avant l'arrivée des Arabes et de l'islam. Et Harouche, voilà. Et donc Saïd fait un parallèle. Il dit que l'Algérien n'est pas anarchiste, mais d'essence libertaire par comment il fonctionnait à l'époque. Bon, c'est une fonction aussi masculine, hein. C'était quand même que les hommes qui étaient en place dans la démocratie directe. Donc, vous avez donc cette plaque, et c'est vrai que voilà, c'est dommage parce que voilà, il est mort, on va dire trop tôt, par rapport, ça aurait été très intéressant déjà pour les Algériens et pour l'historien. Donc, la vue de la conférence, donc il y avait une trentaine de personnes, une quarantaine de personnes, donc avec une table, où il y avait donc des universitaires et des journalistes qui sont venus parler donc sur Saïd. Alors moi je leur avais donné plein d'articles, des gens qui avaient déjà écrit sur Saïd, hein, et des coupures de presse pour qu'on sache vraiment de quoi voilà, qu'est-ce que ce personnage avait écrit et qu'on ne parle pas à sa place. Et voilà, juste une vue, vous voyez, donc c'est les gens qui ont assisté donc à cette journée. Et ça c'est pour terminer, il vaut mieux finir quand même sur Saïd, puisque Saïd en 1936, alors il est ici, vous voyez là ? En 1936, il va combattre avec les milices internationales de Durruti. Donc il n'est pas dans les brigades internationales comme ça a pu être écrit faussement. Il est donc avec les anarchistes internationales. Et en 1936, il va se battre donc en Espagne, combattre donc Franco et les franquistes. Donc là, il a une trentaine d'années, une vingtaine d'années. Il est blessé. Il va revenir en France. Et ici, à droite, c'est lors d'un banquet de Sébastien Faure. Donc c'est un anarchiste très connu, et Saïd, il a mis un turban, apparemment il était un peu boute-en-train, quoi, et il aimait bien voilà, essayer de faire des choses. Donc là il assiste ici, et voilà, c'est une des dernières photos de ce personnage, donc décédé dans les années 53. Ce que moi je peux dire, c'est que, donc en guise de conclusion, c'est de dire que la presse anarchiste, elle est présente, elle est précaire, et je pense voilà, que c'est le manque de fonds, mais également, et j'insiste sur la répression. Quand on lit quand on lit les archives policières, ce sont des anarchistes qui sont suivis, qui sont notifiés, notés, fichés. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on va d'abord faire des perquisitions chez les anarchistes. Donc ce qui se passe à Paris, fin 19e siècle, on va le retrouver, il y aura un parallèle également à Alger. Alors c'est vrai que voilà, malgré leur envie, parce qu'il y a des velléités de développer l'anarchisme sur l'ensemble du peuplement d'Algérie et sur l'ensemble du territoire, le mouvement anarchiste sera donc à dominante européenne et plutôt au rang Alger, même s'il y aura des abonnés un peu partout. Mais sinon, ça sera vraiment structuré et développé dans ces deux villes. Les rédacteurs d'articles, les souscripteurs, également les abonnés, sont dans leur majorité, l'ultra-majorité des Européens d'Algérie, puisque j'ai récupéré des listes en travaillant sur les différents titres, sur qui s'est abonné, d'où sont-ils abonnés. Je pourrai en parler tout à l'heure sur les questions si vous le souhaitez. Et il faut attendre les années 20 pour avoir donc des militants d'origine algérienne. Vous avez Mohamed Saïd, mais également Slimane Kiwan, qui est un militant parisien aussi qui va écrire et qui était un chansonnier. Alors les difficultés, pourquoi ? Moi je pense que c'est déjà difficulté de pénétration des idées
hors des villes, mais également difficulté d'aller vers les Algériens, notamment parce que c'est une pensée qui est anti-religieuse. Donc il faut quand même rejeter la religion pour pouvoir, on va dire, accepter toute la pensée libertaire. Et puis Sahil, c'est quelqu'un qui a très peu milité en Algérie. Il est parti très jeune en France et c'est certainement au contact des Parisiens, puisqu'il a vécu surtout à Paris, qu'il a pu développer ses idées et pouvoir pratiquer donc son anarchisme. Donc sans remettre en cause la présence française sur cette terre, on ne parle pas d'indépendance, on ne parle pas d'Algérie algérienne, mais on ne parle pas non plus d'Algérie française. Les anarchistes condamnent les agissements commis à l'encontre des Algériens par le pouvoir colonial français, mais également ses alliés, les Bachara, les caïds et les marabouts. Ainsi, pour les anarchistes, les réponses proposées pour se libérer de l'Algérie coloniale, c'est la scolarisation, le refus de la religion et de l'électoralisme, et de la révolte ouvrière dans l'unité entre les deux communautés. C'est bon, merci. Merci. Il y aurait certainement des choses à discuter dès maintenant parce qu'il est évident que le sujet qui vient se distingue quand même très fortement du sujet que vous avez là abordé parce que Isabelle Felici va nous parler du rôle de la culture dans la presse anarchiste en italien publié au Brésil, alors qu'il s'avère que ce dont vous avez parlé là résonne beaucoup ici dans ce territoire en France, que ça concerne aussi ce sur quoi on travaille beaucoup dans le groupe qui est présent là, c'est la question en fait du colonialisme français. Et une des premières choses à laquelle on pense d'emblée, c'est la question de la scolarisation et je dirais la pénétration française dans ce qu'on appelle les corps indigènes. Mais avant tout, donc, je vais donner la parole à Isabelle Felici. Je suis très contente qu'elle ait accepté, sur proposition de Florence, de participer à cette journée. Elle est professeure en études italiennes à l'université Paul Valéry Montpellier. Vous ne connaissiez pas auparavant ? Ses recherches portent sur les manifestations culturelles liées au phénomène migratoire que connaît l'Italie des 19e et 21e siècles. Je dis bien 21e siècle. Elle a notamment travaillé sur les Italiens au Brésil avec une thèse de doctorat sur la presse anarchiste en langue italienne de Sao Paulo, 1890-1920. Aux éditions de la CL, elle a publié en 2001 La Cecilia, l'histoire d'une communauté anarchiste. Je la connais en fait. Je la connais, je savais pas que c'était. Giovanni Rossi. Et en 2009, Poésie d'un rebelle, Gigi Damiani, poète anarchiste musulman. Elle s'est également intéressée aux manifestations littéraires et cinématographiques de l'immigration, notamment marocaine, en Italie. Vous entendez, Lily ? Notamment marocaine en Italie. Elle travaille sur les relations Italie. Elle est associée depuis sa création aux travaux de CIRCE, Centre interdisciplinaire de recherche sur la culture, des échanges de l'Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et elle est membre de l'équipe Langue, littéraire, art et culture des Suds de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Et parmi ses derniers travaux, on peut citer un recueil de témoignages et de récits sur le parcours des descendants d'Italiens, sur Brassens et autres enfants d'Italiens à paraître aux éditions Plume Montpellier en 2017. Et je lui laisse maintenant la parole pour son intervention sur le rôle de la culture dans la presse anarchiste en italien, publié au Brésil, en italien, dans un pays où on parle le portugais. Merci. Merci beaucoup, merci pour la présentation. L'ouvrage sur Brassens, Autres enfants d'Italiens, vient de paraître. Voilà, c'est la petite précision. Et puis merci à Florence pour son invitation, à toute l'équipe pour cette belle organisation. C'est vrai qu'on ne se connaît pas physiquement, mais on connaît beaucoup de gens en commun, et donc on vient de découvrir qu'en fait, il me connaissait un petit peu. Moi, je connaissais sa thèse aussi, au moins de... C'est un petit milieu, et je suis aussi heureuse de passer après lui, parce que du coup, il a présenté des choses que je ne vais pas avoir besoin d'expliquer, et ça m'arrange. Parce que Florence m'a en gros chargée de vous parler donc, de ces journaux qui sont des journaux politiques. Donc je lui ai bien dit, mais ce ne sont pas des revues culturelles, ce sont des périodiques politiques. Elle m'a dit, c'est pas un problème. Donc il faudrait que je fasse le lien entre l'immigration, la culture ouvrière, et en même temps voir le lien de la culture. Donc je vais essayer. Tous ces travaux dont je vous parle là, en fait, le début, ça remonte à ma thèse de doctorat, qui remonte à un certain temps, voilà, et justement dans le cadre de CIRCE dont vient de parler
ma présentatrice. Et en revanche, assez récemment, et je pense que c'est comme ça que Florence a dû mettre la main sur mes recherches, on m'a demandé en gros une sorte de panorama sur toute cette presse pour un ouvrage qui s'appelle L'Amérique anarchiste, et puis aussi pour un séminaire sur la presse qui s'appelle Transfopresse, que peut-être vous connaissez déjà, je ne sais pas, enfin qui travaille par R aussi. Ce matin, j'ai entendu parler d'R. Donc, alors là, en revanche, ça n'a pas encore paru, mais on devrait bientôt me demander le texte. Donc, je vais faire 2 premiers points assez rapides. Mais je ne pourrais pas faire ce qu'a fait Philippe pour les journaux. Il a pu les détailler un à un. Moi, je ne pourrais pas parce qu'il y en a trop. Pourtant, pour la même période de temps, c'est intéressant. Donc, je vais faire un premier panorama rapide, ensuite un lien avec l'émigration italienne, et je vais vous présenter donc ce sujet bien spécifique de la culture. Voilà. Alors, je vous disais que je ne peux pas vous les présenter un à un. Je vous ai mis quand même quelques titres comme ça, juste pour vous donner envie peut-être d'en savoir plus. Et donc, pardon, ça. Ah, vous apprenez à faire ça, voilà. Donc, il y a alors. Un petit peu comme vous l'a expliqué Philippe pour l'Algérie, quand même, ce sont. Alors, il y a une trentaine de titres qui naissent, comme il vous l'a expliqué, par rapport à des occasions bien précises, et souvent autour d'un groupe, et particulièrement aussi parfois de personnes. C'est vraiment les mêmes mécanismes qu'on retrouve un petit peu partout, quelle que soit la langue, et aussi un peu avec la même dynamique, donc une première période de naissance, une période de maturité, où là, on a vraiment des vrais journaux hebdomadaires avec... le maximum de lecteurs, c'est 5000, mais la moyenne, c'est quand même autour de 2000 au Brésil et aussi un petit peu à l'étranger. Et puis ensuite, une bifurcation qui est vers la presse en portugais, en fait, que je vais vous expliquer aussi en lien avec la question migratoire. Alors, comme je ne peux pas vous détailler chaque journal, je reprends ce tableau qui indique donc en bleu alors ce ne sont pas les noms, les en-têtes des journaux, mais les exemplaires de chaque numéro, ce qui peut beaucoup changer le tableau, puisque, comme il vous l'a expliqué, parfois c'est un numéro, et parfois il y a plusieurs séries, et parfois au contraire il y en a qui durent très longtemps. Donc vous voyez bien sur ce tableau comment en fait la presse anarchiste au Brésil naît en italien, et elle ne suit finalement, c'est finalement la presse en portugais qui va en quelque sorte suivre une sorte de trace ouverte par les Italiens, jusqu'à ce que vers la fin de la période, la presse en portugais prenne le dessus. Je pense que ça apparaît clairement sur ce tableau. En tout cas, c'est ce que je voulais montrer. Alors, le premier numéro, c'est 1892. Et souvent, comme je vous le disais, les numéros naissent à partir d'une occasion. Et donc là, l'occasion, c'est le 1er mai. À l'époque, c'était dangereux de fêter le 1er mai. C'était encore la fête des travailleurs et non pas la fête du travail, comme on l'a changé depuis Pétain, n'est-ce pas? Et depuis, ça n'a toujours pas changé, qui est une fête née anarchiste, en quelque sorte. Je ne vous explique pas maintenant, mais si vous ne connaissez pas l'histoire du 1er mai, je vous invite à aller chercher cette origine anarchiste on n'en parle pas, c'est quand même pas très politiquement correct. Voilà, donc c'est la naissance de donc cette première période qui est que j'ai appelée de jeunesse, de naissance et de jeunesse. Il y a plusieurs titres, parfois qui ne sont pas très bien vus. Par exemple, là, je vous ai mis une citation du journal parisien de l'époque, La Révolte, et c'est Jean Grave, qui est un autre, tu as parlé de Sébastien Faure, il y avait aussi Jean Grave, qui invite quand même ce journal ami à s'occuper un peu moins des personnalités, un peu plus des principes anarchistes. Donc disons que c'était, voilà, je vous ai mis quelques présentations. Voilà un autre, la birichina en italien, ça veut dire la coquine, celle qui fait un peu des petites choses mignonnes, voilà. Et un autre qui s'appelle l'asino umano, qui est pas una ragliata, est-ce qu'on a le braiement hebdomadaire? On dit le braiement, je crois en français, le fait de braire pour l'âne, c'est ça, le braiement, voilà, hebdomadaire.
Oui, voilà, il y a un âne. Et alors, comme je vous disais, derrière chaque journal, il y a souvent une personne. Là, c'est Felice Vezzani, qui est aussi un peintre et qui a d'ailleurs été, alors, arrestation, répression, tout ça, on retrouve puissance peut-être 100 000, je ne sais pas, au Brésil. Il a d'ailleurs été arrêté à cause de ses activités. Et il a fini sa vie et sa carrière en France, où il est devenu un peintre quand même assez bien coté. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé, tout sans perdre sa touche au moins anticléricale. Voilà, ça c'était un petit peu pour la petite histoire. Et à côté de... Voilà. C'est ce que j'ai trouvé sur un catalogue assez récemment. C'est encore en vente maintenant. Hein, voilà. Alors, la même année, il y avait dans ce même groupe qui publiait, il y avait un autre plus jeune homme qui s'appelait Arturo Campagnoli, qui lui aussi a été expulsé. Et ça montre aussi l'hétérogénéité de ces groupes. Hein. On retrouve à peu près la même sociologie que dans ce que vous a un peu expliqué Philippe tout à l'heure. Alors la presse vraiment, alors je n'aime pas dire sérieuse, mais disons un peu moins satirique, un peu plus politique vraiment cette fois, elle commence en 1898 avec ce journal Il Risveglio, ça veut dire le réveil. Et puis ensuite, alors c'est là que j'ai vraiment pas le temps de détailler, sinon on pourrait passer l'après-midi là-dessus. Donc je vous ai mis trois figures, trois personnalités qui vont arriver petit à petit au Brésil. Donc le Gigi Damiani dont vous avez parlé, un autre qui s'appelle Alessandro Cerchiai et le dernier Oreste Ristori. Et ces trois personnes, ça m'avait amusé de chercher, en fait, ont leur rue à Sao Paulo. Je ne sais pas si, par exemple, ce Marcel Gilles, Maurice Gilles, avoir sa rue à Alger, mais au Brésil, on a une autre perception vraiment du personnage anarchiste, vraiment. Voilà, Alessandro Cerchiai, et j'ai fait ça avec Google Earth, je ne me suis pas cassé la tête. Oreste Ristori aussi, qui a malheureusement aussi une place dans sa ville natale, à Empoli, en Toscane, parce qu'il a été fusillé pendant la résistance en 1943, je crois, en représailles à l'assassinat d'un officier allemand, quelque chose comme ça. Donc, il est devenu aussi important pour sa ville. Alors, Gigi Damiani, par exemple, il est aussi très important pour le mouvement international, et surtout italien. Mais bon, là, je vous ai mis le titre du journal anarchiste italien Umanità Nova, qui existe toujours, auquel il a vraiment participé aux Côtés de Malatesta, qui est vraiment le grand nom de l'anarchisme italien, mais aussi d'anarchiste international. Et donc Gigi Damiani a été vraiment le rédacteur pilier, grâce à toute son expérience au Brésil, de ce journal. Ensuite, Ristori, il a eu cette triste fin. Je ne veux pas rentrer dans les détails vraiment, sinon ça nous emmènerait trop loin. Mais je vous invite à des lectures, une en français sur Damiani, une autre en italien sur Ristori, et malheureusement sur Cerchiai, qui lui est resté au Brésil. Il n'y a pas encore d'ouvrage que je sache. Voilà. Donc, la deuxième étape, c'est la bataille, c'est vraiment le gros journal qui a duré très très longtemps, des années, et qui était hebdomadaire, qui arrivait à 5000 exemplaires, 5000 copies, exemplaires tirés, et qui fonctionnait par système de campagne. Là, c'était une campagne anticléricale sur un cas de pédophilie, et puis aussi une grosse campagne qu'ils ont menée contre l'immigration. Et là, j'ai mis la brochure qu'ils ont publiée en portugais, mais elle existait dans toutes les langues. Et ce qui m'emmène directement vers donc, le sujet, le deuxième aspect, donc, c'est la question migratoire. Où, ce qu'on ne sait peut-être pas forcément, c'est que le Brésil s'est lancé dans de grandes campagnes de recrutement, y compris en France. Là, ils avaient acheté tout un supplément du Figaro, ça c'est 1907, je crois, pour dire, mais venez donc chez nous, que c'est joli, que vous serez fort bien accueillis, etc. Alors, il faut rappeler quand même que le Brésil a été le dernier pays du monde à abolir l'esclavage en 1888 et qu'ils avaient tout un tas de terres vierges à remplir. Donc, ils ont fait venir en particulier beaucoup d'Italiens. Et d'ailleurs, ce qu'on ne sait pas forcément non plus, c'est que l'équivalent d'Ellis Island
Ellis Island, c'est 1892. Au Brésil, c'est 1887 déjà. Donc il y avait tout un parcours très bien organisé. D'ailleurs, jusqu'en 1902, le trajet des émigrants était payé. Donc, ce qui a attiré un gros flux vers le Brésil. Et puis, là, je vous ai mis une photo de l'intérieur. On dormait dans des sortes de dortoirs. Tout ça s'était organisé depuis le port de Santos, parce que São Paulo n'est pas au bord de la mer, comme vous le savez. Et donc, voilà, j'ai mis quelques photos pour... il y avait aussi ces annonces, c'était quand même tout un commerce pour les compagnies de navigation qui avaient aussi des agents recruteurs un petit peu partout et qui ne gagnaient pas de l'argent grâce aux dizaines de places en première classe ou centaines en deuxième, mais grâce aux milliers de places en troisième classe, bien sûr. Comme le Titanic, c'est pareil, il y avait aussi des émigrants. Voilà. Et de là, donc, tout était arrangé, on les envoyait en train ensuite, et puis c'était, toi tu vas par là, etc. Voilà. Donc pour faire très rapide, je vous ai mis juste pour vous montrer aussi l'importance de l'émigration et surtout de la part de l'immigration italienne dans cette émigration au Brésil. Je vous ai mis juste quelques chiffres. Moi je ne suis pas démographe, je cite, je ne les ai pas reprises ici, mais voilà des gens dont c'est le métier. Donc voilà, pour la période la plus intense, 1880-1925, et c'est à l'époque surtout São Paulo qui est en train donc le Brésil est devenu une république et est tombé entre les mains de familles oligarchiques qui est de São Paulo, et la culture du café qui avait prospéré à Rio se déplace vers São Paulo, aussi parce que les terres qui sont cultivées par le café s'appauvrissent très vite. Donc là, ça, c'est dans les mains de ces familles oligarchiques qui donc ont intérêt aussi à développer à la fois l'agriculture, mais aussi l'industrie. Et c'est en particulier beaucoup d'Italiens qui deviennent quand même, alors les chiffres, en 1900, 80% des ouvriers de São Paulo sont italiens. Et c'est un petit peu comme à Marseille, à São Paulo, si vous demandez à quelqu'un s'il n'est pas de descendance italienne, vous lui demandez est-ce que à ton école, quand tu étais petit, il y avait des Italiens autour de toi, et vite, ils vous font une liste. Et le plat national, pas le plat national, mais disons un plat très commun à São Paulo, c'est vraiment les pâtes faites à la main, et même chez les familles non d'origine italienne. Dixit, ma collègue brésilienne, qui n'est pas d'origine italienne, et avec qui j'ai fait le test de l'école, ou même de sa famille proche, et ça marche à chaque fois. Si vous essayez Marseille, ça marche aussi très bien. Voilà. Alors, je vous ai mis une autre carte ici. On ne pense pas forcément, quand on pense à l'immigration italienne, on a le Sicilien qui va aux États-Unis. C'est vraiment le stéréotype, mais non. C'est d'abord des gens du Nord qui vont, en particulier en Amérique du Sud. Et quand on parle de l'Amérique en Italie, jusque dans les années 40-50 encore, c'est plutôt l'Amérique du Sud. Mais ça, ce serait aussi trop long à vous en parler. Donc, il y a ce côté agricole dont je vous ai parlé un petit peu, et ce côté aussi industriel. Là, je vous ai mis la photo d'un quartier industriel de São Paulo, qui est vraiment un des quartiers italiens. Tout ça, évidemment, c'est un petit peu lié. Et comme je vous disais aussi tout à l'heure, on fait un petit lien avec le Japon, là, parce que quand même les conditions de travail, en particulier dans les fazendas, donc les grandes trucs de café, les grandes productions de café étaient assez terribles. Les Italiens ont cessé d'arriver à un certain moment, et on a ensuite fait appel à d'autres populations, en particulier des Japonais. Et donc là, il y a un film qui s'appelle Gaijin, et qui a donc été fait par une descendante de Japonais. Je laisserai ma collègue prononcer le nom. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a un personnage d'italien dans ce film qui s'appelle Enrico, comme Malatesta, et donc c'est vraiment contrairement à peut-être au stéréotype qu'on a en France, c'est vraiment l'image de celui qui est solidaire, qui veut aider et qui va être frappé même pour avoir défendu des Japonais. Voilà. Donc ça, je suis désolée, c'est peut-être un petit peu rapide, mais je pourrais revenir sur ces aspects-là.
Donc, j'ai résumé, avant d'entrer donc sur la question de la culture dans ces journaux. Est-ce que vous avez une idée de ce que le panorama est suffisamment clair pour voir? On n'est pas en situation coloniale, même si les Italiens s'appelaient souvent des colons, mais on est dans une situation migratoire. Et donc, avec cette particularité de la présence italienne dans toutes les couches de la société, aussi chez les entrepreneurs, il y a des grands noms d'Italiens qui sont allés au Brésil, pas pauvres du tout, mais pour aller s'enrichir. Et puis, toutes les classes sociales sont représentées. Évidemment, il y en a plus chez les ouvriers et les agriculteurs pour des raisons aussi évidemment liées aux caractéristiques du flux migratoire. Le flux est particulièrement intense entre 1887 et 1902, et ça c'est important aussi par rapport à nos journaux, puisque, comme je vous ai montré, la période de maturité commence en 1904 avec ce journal qui s'appelle La Battaglia, et parce qu'il faut quand même une population qui soit là et qui ait envie aussi de lire, c'est peut-être une autre explication aussi à ce manque d'énergie. Il y a les problèmes de la répression qui marquent toute la première période pour le Brésil, il y a le problème des manques de fonds, mais souvent c'est aussi qu'il n'y a pas les énergies parce que soit les gens partent, il n'y a pas de renouveau, et puis parfois ça fait une sorte d'alchimie qui prend ou qui ne prend pas. Voilà. Donc ils vont ensuite se retrouver à devoir faire des choix que font aussi des immigrés non politiques, c'est-à-dire dans quelle langue on va écrire, dans quelle langue, à qui on va s'adresser, est-ce qu'on va prendre des thématiques qui sont plutôt en lien avec l'Italie qu'on a quittée, ou avec le Brésil dans lequel il faut faire son travail des migrants. Est-ce qu'on envisage, par exemple sur les 3 personnes dont je vous ai montré la photo tout à l'heure, il y en a 2 qui sont rentrés entre guillemets, 1 qui est resté sur place, donc c'est aussi une question qu'on se pose comme émigrants, est-ce qu'on retourne, on ne retourne pas? Et puis, et l'autre point important toujours pour synthétiser, et c'est important aussi pour comprendre le lien avec la culture, l'orientation politique de ces 30 journaux qui forment une sorte de, même si ce n'est pas les mêmes titres, une forme de fil comme ça, les numéros changent, mais il y a vraiment une grande continuité. Eh bien, c'est, contrairement à ce que Philippe a montré pour l'Algérie, c'est plutôt alors, c'est pas vraiment contre l'organisation, mais c'est pas l'organisation comme l'entendent les syndicalistes. Ils sont plutôt, alors pour Philippe, ça va être clair, galéaniste. Aux États-Unis, il y avait 2 gros journaux. Il y avait une tendance galéaniste, donc qui suivait ça, et une tendance plutôt syndicaliste. Voilà. Alors, je simplifie à l'extrême, mais c'est important de comprendre ça aussi pour la façon dont ils vont opérer les choix. Alors, quelle culture? Donc, j'ai fait une sorte de... Voilà, oui, voilà. Donc, je vais faire vite aussi. Donc, ce qui est certain, c'est que tout ce qui a trait à la culture dans les journaux est forcément en lien avec une volonté de faire de la propagande. Disons que c'est un autre moyen de faire de la propagande, de faire passer des messages politiques. Ça, c'est forcément ce qui est à la base de toute action. Donc il y a des productions à caractère littéraire, un peu ce qu'a décrit Philippe aussi, romans, feuilletons, scènes de théâtre, chansons, poésie, extraits de romans, de nouvelles. Donc c'est soit des productions locales, donc des rédacteurs qui sont sur place, soit des choses qu'on reprend d'autres journaux, soit qu'on reprend d'autres auteurs, écrivains. On a parlé ce matin d'Ibsen, alors là, il est dans tous les journaux anarchistes. Il y a aussi des auteurs anarchistes comme Pietro Gori, que vous connaissez peut-être, je ne sais pas, Adi Alugan, on verra tout à l'heure. Émile Zola, Victor Hugo, c'est assez international aussi. Et puis, il y a des activités de librairie, de bibliothèque et de théâtre, des fêtes de soutien, et tout ça, c'est pour, par exemple, soutenir un journal qui est en perte d'activité, soit pour aider une école moderne qui est en train de se créer, soit pour défendre quelqu'un qui a eu des problèmes avec la police. Enfin, il y a souvent, ou pour ramasser des fonds. Alors, il y aurait aussi les dessins de presse. Et si j'avais su un tout petit peu plus tôt, je me serais plus préparée sur ce sujet-là, mais parce qu'il y a beaucoup de dessins en fait dans les journaux anarchistes et souvent ils ne sont pas cités. Je ne sais plus, quelqu'un ce matin a dit la même chose, voilà. Et donc il y aurait vraiment quelque chose à faire là-dessus aussi. Voilà, mais c'est compliqué. Alors pour vous donner un petit exemple, je vous ai mis une page culturelle. Alors c'est moi qui dis page culturelle, c'est pas la page qui s'appelle comme ça.
donc où vous avez le détail, je ne sais pas du tout si c'est lisible. Donc j'ai repris les intitulés en italien. Donc vous avez tout le détail de tous les villages que le principal rédacteur va traverser pour aller faire des conférences, pour vendre le journal, pour le faire connaître, pour défendre des idées. Donc c'est vraiment un travail. Il y a les plusieurs groupes qui ont une activité de bibliothèque. Et puis, il y en a aussi qui parfois vendent les livres. Il y a des fêtes, donc il y a le bilan de la dernière fête. Et puis, ce que je suppose Philippe a fait aussi dans ses journaux, les noms des souscripteurs. Voilà, donc ça permet de faire des recoupements, etc. Aussi parfois avec les documents de police. Voilà, ça c'était pour le détail des villages, mais je ne crois pas qu'il y a des Brésiliens dans le coin. Là, je vous ai mis aussi un autre document assez caractéristique qu'on retrouve par exemple à New York ou ailleurs, le programme d'une fête. Donc ça commence par une conférence, et là c'est intéressant parce que c'est une femme qui tient la conférence, c'est pas très fréquent. Vous avez une pièce de théâtre, une loterie gastronomique, artistique, humoristique, une autre conférence et un bal. Donc vous voyez que c'est des choses assez classiques, ce sont des pratiques que font les ouvriers aussi en général, sauf qu'on rajoute, ça, ce qui change, ça va être les thématiques abordées forcément, et peut-être 2 conférences, c'est peut-être un peu lourd. Celui-là, il s'appelle Germinal, oui. Mais j'aurais pu en prendre un autre, mais c'est celui-là que j'avais sous la main. Si vous prenez un journal américain, enfin italo-américain, du Nord, c'est quasiment les mêmes choses. Et vous avez un petit récit dans donc Zelia Gattai, qui était la femme de Georges Amado, descend d'un des membres de la fameuse Cecilia que Philippe connaît aussi, et elle a un peu romancé. Bon, mais en tout cas, il y a une chose qu'elle a sûrement vécue, c'est ce qu'elle a vécu, ce qu'elle faisait quand elle était petite, parce que son grand-père était un militant anarchiste. Donc elle raconte comment elle vendait des journaux, etc., et comment on lui faisait chanter des chansons. Bon, là, je vous ai mis une photo de Pietro Gori, mais je ne vais pas trop vous en parler. J'ai choisi quelques extraits emblématiques, emblématiques, peut-être pas, mais des exemples de comment on pouvait choisir les textes qu'on allait, donc littéraires, avec un petit ou un grand L, comme vous voulez. Là, par exemple, c'est un petit extrait d'une nouvelle, en hommage, en quelque sorte, à un militant, Gaetano Bresci, qui est celui qui a traversé l'Atlantique pour tuer le roi d'Italie, en représailles d'un massacre que le roi d'Italie avait favorisé à Milan lors d'un soulèvement populaire. Et donc, vous voyez, la production, elle est là, mais elle n'est pas là juste pour écrire, comme on le trouve parfois dans des romans, même y compris des romans socialistes, où c'est juste une pauvre femme avec son pauvre enfant, etc. Il y a en plus de cette pauvre femme qui allait de son enfant, l'idée que ça justifie en quelque sorte l'acte de ce régicide. Un autre cas aussi, alors là c'est un petit peu plus difficile d'abord à traduire, c'est quasiment impossible. Donc là on est en 1911, c'est au moment de ce que les Italiens appellent la guerre de Libye, c'est-à-dire la guerre coloniale. Et là on se moque un petit peu de la colonie italienne, de l'élite entre guillemets de la colonie italienne qui prétend avoir la culture italienne et donc qui parle de Dante. C'est à peu près, dont on ne connaît que le nom, mais dans une langue, c'est très amusant au niveau de la langue. S'il y a parmi vous des gens qui savent et le portugais et l'italien, en fait, c'est une sorte de mélange avec du dialecte aussi. Voilà. Donc voilà quel genre de production littéraire, satirique, auquel ça peut donner lieu. Voilà. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, il faut choisir entre les thématiques locales et les thématiques italiennes. Très souvent, en fait, vous l'avez vu, là, c'est plutôt des thématiques italiennes, la guerre de Libye, Gaetano Bresci. Moins souvent, ce sont aussi des thématiques locales. Donc là, par exemple, Gigi Damiani qui parle tout simplement à travers un récit de voyage en train. Il fait une sorte de galerie sociale de portraits avec une femme descendante d'esclaves, un immigré, un enfant que ses parents poussent à travailler, etc. Voilà le genre quand je vous disais, il faut que la culture ait un sens pour la propagande, voilà le genre de production culturelle que ça peut donner. Voilà. Donc,
J'allais presque vous faire chanter. On va voir si éventuellement... Vous connaissez pas Adioluga Nobel, là? Non? Bon, on va voir si Philippe la connaît. Lui non plus. Philippe ne la connaît pas non plus. Mince, c'est embêtant. Alors, je ne sais pas si je conclue rapidement. Si on va laisser surtout la voilà. discussion avec, C'est-à-dire que... Alors... je crois que ce qui est important, bon ça vous l'avez compris, je vous l'ai dit, le fait culturel est lié à la propagande, ça c'est certain, propagande au sens expansion, enfin faire connaître les idées. Il n'y a pas énormément d'avant-gardisme culturel chez les anarchistes, c'est relativement figé, il y a même une sorte de création d'un folklore, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais il y a des fois des saints, des martyrs, etc. C'est encore un débat dans le mouvement actuel. Ce qui est certain, c'est que, en fait, comme je vous l'ai montré aussi avec cette première diapo où il y avait le tableau avec les graphiques, la culture ouvrière naît avec des accents italiens et ensuite devient portugaise à cause du fait migratoire au sens où la migration est aussi subversif au sens étymologique, c'est-à-dire change forcément le tissu social et culturel. Voilà. Et donc, ce qu'on voit dans la presse anarchiste, on voit ceux qui s'obstinent à vouloir continuer à écrire en italien pour un public de plus en plus faible, puisque une génération s'est écoulée du début à la fin, et il y a de moins en moins de locuteurs, finalement, de plus en plus de personnes qui parlent portugais. Et donc ceux qui, au contraire, vont vouloir vraiment s'inscrire dans le tissu social et local, jusqu'à déboucher à une grande grève en 1917, dans laquelle ces anarchistes italiens vont avoir un rôle prépondérant. Et peut-être même chanter Adioluga Nobel. Pardon, j'ai été trop loin. Comme vous, aujourd'hui, peut-être. Non? En guise de conclusion. Non. Vous n'avez pas le son? Non. Oh, pardon, excusez-moi. Voilà. Personne ne lit la musique ici? Tu connais pas Adioluga Nobel, là? Vous voulez que je vous la chante? Adioluga Nobella, o dolce terra pia, scacciati senza colpa, gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cuor. C'est enregistré, n'est-ce pas? Oui. Bon, moi j'aurais des questions à vous poser, mais qui voudrait d'emblée réagir à ces deux interventions? Dès maintenant? Merci. C'était juste une question. Est-ce que Mohamed Saïd a écrit uniquement en français ou il a écrit Allez-y. En français. En français. Je pense de toute façon qu'il... Est-ce qu'il parlait l'arabe à l'époque? Il vient de la petite Kabylie. Après, il est parti... il est né donc en 1894 et la Première Guerre mondiale, il la fera en prison parce qu'il est déserteur et il était à Caen. Donc, il travaillait là-bas comme mécanicien. Donc, je pense que très très tôt, il est parti en métropole et c'est le kabyle qui devait parler à la maison. Et par rapport à Sahil et le français, j'ai rencontré des universitaires algériens qui m'ont dit que sa région, à l'époque de la colonisation, avait été très scolarisée. Autour de Bougie de l'époque, Béjaïa, il y avait d'où la présence de beaucoup d'instituteurs d'origine kabyle, comme Mouloud Feraoun. Donc il y a eu beaucoup plus d'écoles, on va dire, par rapport au territoire, mis en région kabyle. Et ça ne l'a pas étonné justement qu'on puisse rencontrer souvent des militants politiques qui viennent de Kabylie, de fait parce que voilà, il y a eu une scolarisation par mythe kabyle, comme on dit. Mais Sahil, c'est encore plus précis, cette région-là, affirmée par un chercheur algérien, quoi. Donc, après, il a vraiment milité en métropole, en France, et quand il est venu en Algérie, il s'est fait arrêter dans un bar. Il a fait de la prison en 1924 parce qu'il a critiqué les marabouts.
et dans un bar, et il a été vendu par un Algérien qui est allé voir le juge du village, et il a fait comme il refusait tout compromis, il a fait 1 semaine de grève de la faim, parce qu'il refusait de s'occuper du jardin du colon européen du coin. Donc c'était pour critique du religieux là. Et après, il a plutôt quand même milité en France jusqu'en 53, quoi. Alors après, c'est la définition du terme anticolonialiste, le colonialisme. Si on prend les écrits anarchistes, lorsque les premiers anarchistes vont écrire, vont poser, comme Proudhon par exemple, Proudhon indique que pour lui on est des indigènes de l'univers. Donc, mais justement, c'est-à-dire que la question coloniale comme une puissance étrangère qui vient sur un autre territoire pour faire autre chose, ces anarchistes-là militent là où ils vivent, ou militent là où ils veulent vivre. Donc il n'y a pas de dénonciation de la colonisation comme le fait d'une puissance extérieure qui va ailleurs. Élisée Reclus, géographe libertaire, avait même tenté de faire était parti au Mexique pour une expérience. Reclus indique que ça permet aussi l'échange. Vous voyez, des cultures qui se rencontrent et qui s'échangent. En revanche, Jean Grave a écrit 2 brochures sur la colonisation et sur le patriotisme. Pour lui, c'est la même chose, c'est-à-dire que colonisation et capital. C'est-à-dire que le problème, c'est l'exploitation économique et l'exploitation de la personne. C'est pas une question je dois rester en Europe parce que je suis européen, ou je dois ne pas vivre en Afrique si je suis né en Europe. Cette question-là, elle n'est pas dans la grille de lecture de l'anarchiste. Si on part de l'univers indigène de l'univers, on est légitime partout à partir du moment où on partage. C'est ce que moi j'ai vu dans les écrits. En revanche, ce que je tiens pour terminer là-dessus, c'est que c'est en 1923, dans le Flambeau, où il y a un texte qui dit « La question coloniale commence à être développée, il faut qu'on en parle entre nous. On ne peut pas rester comme ça. » Voilà, ça c'est 1923. Et en 1949, il y a un compte-rendu policier d'un débat de la Fédération anarchiste d'Alger, puisque même s'il n'y a pas le journal, il y avait des groupes qui ont existé jusqu'en 1956. En 1949, la FA, donc c'est une conférence c'est une conférence sur le nationalisme. Il y a 14 personnes, dont 7 Algériens, qui sont présents. Et la prise de parole, elle est pour dénoncer Ferhat Abbas, qui à l'époque était le représentant du nationalisme, pour dire que c'était un bourgeois et que s'il prend le pouvoir avec ses acolytes, ça ne changera rien sur la domination salariale. Voilà, on change tout simplement le drapeau, mais pas la situation du travailleur. Donc ça, on le retrouve en 1949. Saïl dénonce dans ses écrits, dans ce texte de 1951. Et en revanche, il y a une évolution du mouvement anarchiste en Algérie, mais qui va ne plus utiliser le terme d'anarchisme, le terme de libertaire. C'est la création en 1952 du mouvement libertaire nord-africain, qui existera de 1953 à 1956. Et en 1954, c'est un groupe qui va prendre ouvertement parti pour l'indépendance. Soutenir d'abord les messalistes, le MNA. Lorsque le MNA est réprimé par le FLN, le mouvement libertaire nord-africain va soutenir, critique le FLN. En revanche, ils vont en prendre plein la figure par l'État français. Et en 1956, le groupe est dissous, les gens sont en prison. Quelques années plus tard, une partie de ces gens-là finissent dans les organisations trotskistes. Donc, est-ce qu'ils étaient anarchistes déjà à partir de cette position au sein du mouvement libertaire nord-africain? Ça a traversé le mouvement anarchiste, la question coloniale. Et l'AFA, à l'époque, a critiqué ouvertement tout nationalisme et donc a appelé à une révolte sans passer par la case nation. En revanche, la FCL, la Fédération communiste libertaire, donc il va y avoir une scission
dans l'organisation, justement par rapport au phénomène colonial. Mais et ces gens-là aussi de la FCL vont finir aussi, certaines dans des orgas trotskistes, quoi. On n'entend pas. On n'entend rien. Faut parler au micro. Je sais. Je vais faire on va parler d'Algérie les heures. Oui, ça marche mieux, merci. Mireille Jacotin du MUSEM. J'avais une question pour Philippe Bouba, justement, sur ces intellectuels anarchistes. Est-ce que les fondateurs du Parti communiste algérien et ce milieu anarchiste et libertaire ont des liens? Est-ce que parmi ceux qui contribuent à la rédaction des articles dans les revues que vous avez citées sont les mêmes, ou est-ce que ces deux mondes sont complètement hermétiques l'un à l'autre? En 1922, vous avez une séparation au sein de la CGTU. Donc ça, c'est en métropole, c'est en France, lorsqu'il y a eu au congrès de Saint-Étienne où des communistes ont tué 2 anarchistes. Et les conséquences, c'est que il va y avoir un départ de syndicats. Et donc ça, c'est à partir de 23. Et donc moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des départs de syndicats au sein de la CGTU Alger. Et dans le flambeau, donc là je vais citer le flambeau, les anarchistes se plaignent que lorsqu'il y a eu un vote à la CGTU, en gros pour savoir si on suit le parti ou l'autonomie, le parti communiste, et je ne suis pas sûr que ce soit le PCA à l'époque d'ailleurs, a créé beaucoup de petits syndicats pour pouvoir après passer, pour être majoritaire lors de ce vote. Donc il y a ça, donc c'est plutôt conflit. Pour Sacco et Vanzetti et contre la guerre contre le RIF, il y a eu une unité d'action entre les communistes autoritaires et les anarchistes. Il y a eu donc une unité d'action pour des choses bien précises. En revanche, par rapport au PCA, c'est plus tard et là j'ai pas forcément de billes quoi pour parler sur la relation PCA. Ce qui est sûr, c'est que la FA existe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et elle existera donc, on va dire, en tout cas le groupe sur Alger jusqu'en 1956. Il n'y a pas d'unité. C'est plutôt comme partout entre. Pardon, je profite du micro parce qu'il est là. C'est une question relative à Sao Paulo. Je me suis occupée d'une exposition consacrée au café au MUSEM. Et donc, je suis très curieuse de cette immigration italienne au Brésil pour la cueillette, effectivement, du café. La question des propriétaires français de culture caféière en Haïti, Saint-Domingue et Cuba, dans l'est de Cuba, a été faite depuis quelques années par l'université de Bordeaux. C'est-à-dire, on s'est intéressé à la présence des Français à Cuba en lien avec le café. Et donc, je me demandais si pour le Brésil, cette histoire de l'immigration italienne en lien avec la culture du café avait été faite ou s'engager en italien. Oui, il y a eu un ouvrage en particulier qui s'appelle justement La dove la raccolta del caffè, qui veut dire, et ce qui reprend une chanson populaire de 1900. Donc où il y a vraiment ça remonte donc c'était déjà paru avant ma thèse, donc aux années 80, fin des années 80 à peu près, d'un collègue de l'université de Naples qui est à la retraite maintenant, qui s'appelle Angelo Trento, mais je crois que ce n'est pas traduit en français. Mais il n'y avait pas beaucoup de Français, hein, surtout des Allemands et peut-être des descendants d'Espagnols et de Portugais, parmi les grands propriétaires. Mais j'avoue que ce n'est pas le côté que j'ai davantage creusé pour mon travail sur les anarchistes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et j'avais vu l'exposition du café à Marseille. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. J'ai une question également pour vous, Isabelle Felici. Ça rejoint peut-être un peu
certains éléments, la question qui vient d'être posée. En fait, dans ce changement de langue que vous avez évoqué, et donc dans ces journaux entre l'italien et le passage vers le brésilien, je me demandais aussi comment est-ce que la thématique coloniale, est-ce qu'elle avait été poursuivie en fait justement dans cette langue-là et par rapport à ce territoire brésilien en fait, où la question coloniale existe mais est pensée dans d'autres termes. C'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'aurais pu aborder, mais j'avais déjà tellement dépassé. Alors, en 2 mots, sincèrement, alors, si la Birichina, le journal que je vous ai montré, il a eu plusieurs une sur au moment de la récurrence de l'anniversaire de la découverte, entre guillemets, de l'Amérique par Christophe Colomb. Donc tous les mots remontaient à Christophe Colomb. Voilà. Mais il n'y avait pas vraiment je crois que ce serait vraiment anachronique de dire que les journaux anarchistes étaient anti-coloniaux. Souvent, ils ne se posaient pas tellement la question. Et je me demande même que les nouveaux émigrants, est-ce qu'ils avaient vraiment perception que des terres avaient été vidées de leurs habitants quelques décennies plus tôt pour laisser la place ensuite à... Donc il y avait beaucoup de choses sur la façon dont la main-d'œuvre était traitée. Et parfois c'était une main-d'œuvre descendante d'esclaves, mais sur l'esclavage, oui. Sur la question coloniale elle-même, disons que c'est vrai, il y a peut-être eu... quelques petites thématiques comme ça de temps en temps, mais c'est pas vraiment ça qui occupait la presse. Les rubriques sont plus ou moins celles que Philippe a citées, et quand c'était vraiment local, souvent c'était pour dénoncer la façon dont la main-d'œuvre était traitée, pour lutter contre les mensonges liés aux campagnes de recrutement de nouveaux immigrants. Ça avait fait beaucoup peur, cette campagne de l'émigration. En tout cas, il y avait eu aussi des répressions, des interrogatoires, etc. Donc, je crois vraiment que ce serait anachronique d'évaluer les journaux sur ce point-là avec nos yeux d'aujourd'hui. Voilà. Et la plupart ne se posaient pas vraiment la question. I have a question for you both. I wanted to know about money. Who financed the journals, and was there any international financing of the syndicalist, anarchist, socialist, communist, various journals? How did they? Alors, je traduis en même temps. Elle voudrait savoir comment les journaux étaient financés. Voilà. Mais de toute façon, je peux faire que ça. Ou en kabyle. J'ai tort. Alors, pour les... Azul Falawan. C'était quoi déjà les syndicats, ça Le financement. Les cotisations. Alors, ouais. En tout cas pour les... Après, le terme de syndicat anarchiste, ça n'existe pas. Donc le syndicat est financé par les cotisations. Est-ce que dans les époques étudiées, est-ce que l'État finançait déjà je ne suis pas sûr par rapport aux élections professionnelles. Ça, je ne peux pas. Mais en tout cas, les syndicats, jusqu'aux années 20, moi je parle de ce que je sais, c'est les cotisations, c'est aussi les souscriptions. Ça fonctionne par la solidarité. Les pique-niques qu'on organise, les souscriptions. Pour le syndicat d'Alger ? Pour les journaux ? Moi, j'ai survolé le syndicalisme par... est-ce que le responsable du syndicat des coiffeurs, tiens, il a le même nom de famille, en fait c'est le même que le groupe anarchiste d'Alger, par exemple. En revanche, pour les groupes anarchistes, je poursuis. Le groupe anarchiste à Alger, il est financé par Alger, par l'Algérie, par les gens, mais également par la France. Et ça, c'est l'analyse de souscription. Il y a des collectes collectives, il y a une connexion. Et donc ça, c'était
c'est très important. Il y a une connexion entre les deux territoires, mais il y a aussi, par exemple, en Égypte, il y a des gens qui sont abonnés au flambeau. Enfin, des gens, deux, qui sont financés. Donc on voit marqué Égypte, 2 personnes. On voit Paris. Donc on a un financement qui vient pas forcément que du territoire, quoi. D'ailleurs, comme tu l'as dit, il y avait une sorte de solidarité entre les journaux, puisque tes journaux algériens citent les journaux italiens de l'époque. Donc il y a aussi les fêtes de souscription, de propagande, c'est comme ça que ça s'appelait, les loteries, des pique-niques. Alors là, je vous ai remis une diapo sur laquelle j'étais passée très vite tout à l'heure, du temps de la période que j'ai appelée de maturité, donc où ce journal La Bataille, qui va durer 8 années et être hebdomadaire et tirer jusqu'à 5000 exemplaires. Le rédacteur principal, qui est aussi son fondateur, Oreste Ristori, va tous les mois faire une tournée dans l'intérieur des terres de São Paulo, et donc où il y avait des travailleurs souvent dans les fazendas de café. Et donc il va tenir des conférences qui vont être payées et ça va être le moment aussi où il va toucher l'argent des abonnements. Donc c'est aussi un travail qui demande beaucoup d'énergie pour recueillir des fonds. Voilà. Et d'ailleurs, il y a des moments où il raconte, c'est un peu le western, parce que le Brésil de cette époque-là, d'après ce qu'il raconte, c'était parfois un peu dangereux. Alors, je tenais à vous remercier tous les deux de vos interventions. Ça fait écho aux travaux de Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis. Il y a eu l'an dernier un ouvrage qui s'appelle Les luttes et les rêves du 17e, j'ai repris là, j'ai ça à la maison, une histoire populaire des luttes, mais c'est vrai il manque un peu cet aspect-là aussi dans les territoires coloniaux, qui a été sacrément recouvert par les mouvements colonistes. Il s'est avéré qu'en Algérie, à plusieurs reprises et en différents endroits, un grand nombre d'individus se sont constitués en groupes et collectifs pour pouvoir accompagner la lutte des Algériens, mais cette histoire-là, pour l'instant, elle est à écrire, et c'est pareil pour d'autres territoires, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Voilà. Mais je voulais vous remercier tous les deux, et peut-être on peut continuer autour d'un verre là avant de reprendre avec l'intervention de nos 2 prochains intervenants, Kmar Bendana et Ibrahim Seydou Edogan, qui vont prendre la parole juste après. On prend un petit café à l'arrière. Merci beaucoup.